On dit toujours que les États ont des intérêts, les États n'ont pas d'amis. Donc, lorsque sa présence ou sa personne faisait l'affaire de certains régimes ou de certains milieux politiques internationaux, on le mettait là pour servir ces intérêts-là. Donc, c'est un peu ça que Gnassingbé Eyadema a été, et il a réussi à naviguer à travers le système international par cette grandiloquence-là qu'il a cultivée tout le long de son règne, à coût de milliards de nos francs, parce qu'il allait pratiquement acheter l'amitié de certaines personnalités internationales. Là où il n'avait pas d'entrée, il s'achetait les entrées pour se faire un peu adouber par ces milieux-là. Et ça a coûté très cher au Togo parce que ça nous a attiré des gens d'affaires indélicats et qui sont venus prendre la tête des sociétés d'État et qui ont saigné le pays à blanc. Honneur, respect, mes chers amours, un plaisir de me connecter avec vous, comme d'habitude. Pour les nouveaux abonnés, pour les nouveaux amis, nouvelles amies qui se joignent à nous, je voulais non seulement vous remercier de vous être abonnés à notre chaîne Manzé Black, mais aussi j'aimerais que vous sachiez que sur cette chaîne, vous allez voir de temps en temps, assez souvent d'ailleurs, des invités de haut calibre, des personnes qui ne font pas que s'immiscer dans leurs affaires internes, mais des gens qui sont vraiment, comme on dit en anglais, committed, qui prennent au sérieux la réalité de leur pays et surtout la souveraineté de leur pays respectif. Vous savez que sur cette chaîne, nous voulons faire le pont avec les frères et les sœurs du continent Alkebulan, avec tous les enfants afrodescendants et afrodescendantes du monde entier. Pourquoi? Parce que il est très important en ce temps-ci que nous nous mettions ensemble pour défendre la dignité, la justice et la valeur humaine qui malheureusement sont bafouées avec tout le système impérialiste et surtout avec ce genre de politique qui continue d'être menée sur nos populations, sur le peuple kémite et tous les autres d'ailleurs à travers le monde. Et là on parle naturellement des autochtones de différents pays qui se font aussi bafouer, manipuler et j'en passe. Alors comme d'hab, nous allons accueillir une personne dynamique, une personne qui prend à cœur la lutte panafricaine, qui prend aussi à cœur ce qu'on appelle encore la souveraineté et chez nous, comme on dit, l'immunité de son pays et de son peuple. Alors, je vous présente notre invité du jour qui est Monsieur Joël K. Amouvin. Il est enseignant, plutôt chercheur universitaire en année sabbatique. Il a étudié, travaillé dans la recherche scientifique à l'université de Tübingen en Allemagne. Il est diplômé de l'université de Montréal et a enseigné à l'université de Montréal, à l'université de Concordia et l'université d'État de New York à Plattsburgh. C'est un citoyen engagé pour la libération, la démocratie et le développement durable du Togo et de l'Afrique tout entière. Moi, j'ose ajouter de tous les peuples kémites à travers le monde dont je fais partie. C'est un homme exceptionnel dans son parcours. Sa fiche, vous allez voir, elle est longue. Donc, c'est pour ça que je vous ai pas tout dit maintenant. Donc, ça va découler au fur et à mesure. Et il est actuellement, comme j'ai dit, en congé sabbatique et il est porteur et gestionnaire de projets et d'initiatives privées de production, de transformation et de distribution alimentaire. Alors, vraiment, c'est un plaisir de discuter avec lui et on va parler du Togo. Beaucoup d'entre vous entendent parler de ça, surtout nos sœurs, nos frères qui sont dans les Amériques, dans les Caraïbes, qui ne connaissent pas nécessairement le Togo. Peut-être que quelques-unes du continent lui-même. Et lui, il va faire vraiment un topo de ce beau pays-là que j'ai eu la chance de visiter, même brièvement, mais quand même. Et je me suis sentie chez moi. Comme vous savez, moi, il n'y a aucun endroit de toute façon sur le continent Alkebulan où je me sens pas chez moi. Vous avez vu? Donc, les ancêtres sont vraiment là et omniprésents dans la personne que je suis et que je projette. Alors, sans plus tarder, je vais vraiment prendre le temps de saluer notre cher invité,
Monsieur Amouvin, comment allez-vous? Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et on va aller vraiment dans des détails, dans une discussion en fait assez profonde. Mais avant, je demande toujours à mes invités la permission de les tutoyer. Je ne peux pas, en mon âme et conscience, ne pas vous demander la même chose parce que comme j'ai dit, il y a ce souci d'équité, le fait de traiter tout le monde avec la même dignité, tout ça. Alors, je vais vous demander cette permission-là de vous tutoyer ou d'utiliser le nom de famille plutôt que le prénom. Sentez-vous à l'aise de me tutoyer. Ce serait un plaisir de se parler de manière décontractée. Exactement. Pour continuer dans cet entretien. Alors, comment allez-vous? Et encore merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Madame Choublak, c'est pour moi le plaisir de me retrouver avec vous sur votre plateau pour faire le tour de la situation ou de l'actualité politique de mon pays en particulier et pourquoi pas de l'ensemble du monde africain, c'est-à-dire africain du continent et de la diaspora en général. Exactement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne, c'était faire vraiment le pont entre nos continents et de ceux qui vivent ou qui continuent de vivre là-bas et celles qui vivent à l'extérieur du pays et surtout nous qui n'avons plus eu la possibilité de porter nos noms, de continuer à pratiquer notre spiritualité et plein d'autres choses. Donc, faire ce pont-là nous est vraiment impératif et je pense de toute façon, la géopolitique actuellement nous oblige à tisser plus de liens possible parce qu'ensemble, on sera plus fort, je suppose. Mais bien sûr, c'est pour cela que je me réjouis d'avoir accès à votre plateau aujourd'hui. Ça me donne l'opportunité de m'exprimer et de partager surtout mon point de vue et mes convictions avec l'ensemble de ceux qui sont concernés par les problèmes auxquels nous sommes confrontés de par le monde entier pour plusieurs raisons, mais surtout à cause de nos origines, à cause de nos différences et plus particulièrement de notre couleur de peau. Exactement. Alors, le Togo, moi, même si je connais quelques aspects historiques du Togo que j'ai eu à visiter, comme j'ai eu à le dire quelques minutes de cela, mais je vais vous laisser nous situer un petit peu le Togo pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ce pays-là ou qui la première fois vont entendre parler de ce beau pays. Le Togo, c'est un petit pays sur le plan de la superficie, bien sûr, qui est situé sur la côte ouest africaine entre le Ghana et le Bénin à gauche et à droite et le Burkina Faso au nord et l'océan Atlantique au sud. J'ai pas les références géostratégiques ou géographiques exactes à vous donner, mais là, c'est un pays plus tropical qu'équatorial et sommes fiers d'appartenir à ce pays-là. Je n'aime pas trop l'idée du morcellement ou alors la réalité du morcellement géographique de l'Afrique aujourd'hui, mais le fait est déjà là et j'appartiens donc à cette portion du continent dont j'aime souvent faire abstraction pour pouvoir communier plus aisément et plus facilement avec mes frères et mes sœurs de tous les autres horizons, de toutes les autres parties du continent africain, d'abord sur le plan territorial et aussi avec mes frères et mes sœurs de la diaspora africaine, c'est-à-dire des gens qui portent l'Afrique dans leur gène, dans leurs âmes et dans leur personne à travers le monde. Oui, c'est tout à fait bien dit, très bien dit. Alors là, tout de suite, je vais dire, on parle du Togo comme la petite Suisse ou la Suisse de l'Afrique. Ce que vous m'avez dit était tellement intéressant et important à comprendre. Alors, je reprends la question maintenant pour que tout le monde puisse l'entendre. Alors, pourquoi appeler le Togo la petite Suisse ou la Suisse de l'Afrique? Ce nom-là, nous n'en connaissons pas trop l'origine, mais ce nom a été prisé ou alors privilégié par le dictateur Gnassingbé Eyadema qui a gouverné le Togo d'une main de fer pendant 38 ans, de 1967 à 2005, et qui, au moment où son gouvernement ou son régime prenait une dérive dictatoriale sanglante, avait choisi d'utiliser cette image-là ou de donner au Togo ce nom-là pour lui donner une façade beaucoup plus humaine à son régime qui était plutôt un régime barbare. Et il a ajouté à cela, en plus, c'est-à-dire d'appeler le Togo la Suisse de l'Afrique, où il voulait faire croire à un essor économique dans un pays qui plutôt n'en a jamais connu. Il voulait donc ajouter à cela l'idée que le Togo serait un pays de paix. Donc la paix est un concept qui a été très cher à lui, qu'il a voulu attacher à sa personne, au risque même d'aller parfois sur des théâtres de conflits et de guerres ouvertes, par exemple au Tchad ou dans d'autres pays, ou prendre des pirogues sous les balles des factions ennemies
juste pour se donner l'importance sur le continent africain et pour prendre un peu, ou alors se donner de l'influence aux yeux des Occidentaux et de la communauté internationale. Donc, Togo, Suisse de l'Afrique, c'est un beau nom, mais qui ne traduit pas la réalité de la vie et de l'existence du peuple togolais, la réalité des conditions de vie et d'existence du peuple togolais. Donc, c'est un leurre, c'est juste maquillage, je dirais. Mais vous devez être très jeune quand ce monsieur a pris les rênes du pouvoir, je suppose. Je n'étais même pas encore né. Voilà, parce qu'on a eu après lui, Monsieur Olympio, donc vous n'étiez pas là. Mais de mémoire, qu'avez-vous entendu de ce monsieur-là? En termes historiques, vous avez fait l'histoire et tout ça à l'école. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu à l'époque de tout ça? À travers notre engagement, à travers mon engagement politique, mon ouverture sur le monde, j'ai compris très tôt que le Togo était un pays mal gouverné et que les populations du Togo étaient en fait des populations malheureuses. Quand Gnassingbé Eyadema était parvenu au pouvoir, c'était en avril ou janvier, selon lui, 1967. Je n'étais pas encore né. Il était venu pour remplacer un président par intérim qui a été placé au pouvoir à partir de 1963 après l'assassinat du premier président démocratiquement élu du Togo qui était M. Sylvanus Epifanio Olympio. Donc, depuis sa prise de pouvoir en 1967 jusqu'à sa mort en 2005, Gnassingbé Eyadema n'a été qu'un pion de la France qui était derrière l'assassinat du premier président démocratiquement élu du Togo. Et à ce titre, il n'a appliqué dans le pays que des politiques que la France lui intimait et ajouté à cela un zèle très amer, fait de violence, fait de violations graves des droits de l'homme et de crimes imprescriptibles, de crimes économiques qui ont plongé le pays dans le désarroi et dans la souffrance pendant une soixantaine d'années maintenant. Je dis une soixantaine d'années parce que j'ajoute à ces 38 ans de pouvoir les 20 ans que son fils Faure Gnassingbé qui lui a succédé dans le sang, dans un bain de sang de ses compatriotes à partir de 2005 jusqu'à maintenant. Donc, l'ère Gnassingbé Eyadema n'a jamais été ou n'a pas été une ère de bonheur ou de bien-être réel des populations du Togo. C'était un régime dictatorial duquel se trouvait une personnalité autoritaire et une personnalité, je dirais, controversée et qui n'était pas à sa place. C'était un imposteur, mais qui usait de beaucoup de subterfuges et d'abord pour tromper la communauté internationale et aussi de beaucoup de violence et de méchanceté pour soumettre les populations de son pays. Donc, c'était ça l'expérience qu'on a faite avec lui. Des gens peuvent avoir d'autres images de lui, mais moi, je peux vous assurer que je suis né, j'ai grandi et j'ai mûri sous le régime Gnassingbé Eyadema. Et si je n'ai pas succombé aux appels de sirène de son régime, c'est tout simplement parce que dans mon parcours académique ou alors dans le cours de ma vie, j'ai appris à aimer les valeurs de la liberté, les valeurs des droits de l'homme, les valeurs de la démocratie, les valeurs de la justice, qui étaient plutôt aux antipodes des pratiques gouvernementales du clan Gnassingbé et d'abord de M. Étienne Eyadema Gnassingbé. Durant notre conversation, il y a quelque chose qui est ressorti et que je vous écoutais, je me disais, ben, c'est le même scénario qui se passait en Haïti sous la dictature de François Duvalier. Père et fils, parce que on sentait que il y avait une certaine mégalomanie. Ils ont créé des mythes autour d'eux. Pour ceux qui sont assez jeunes, qui n'ont pas connu ce temps-là, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, avec quelques détails pour que les plus jeunes puissent comprendre ce que c'était, parce que il y a toujours les nostalgiques de ces temps-là qui disent non, c'était mieux, c'était extraordinaire. Alors, je t'écoute. C'est la même chose, hein. Les régimes de cette nature-là se ressemblent beaucoup. Et au Togo, ça a commencé avec ce petit nom-là de petite Suisse d'Afrique et avec d'autres adjectifs que le régime plaçait de temps en temps dans ses communications politiques pour s'attirer, comment dire, l'admiration ou alors l'amitié de la communauté internationale et de certains milieux ou pour tromper même la vigilance des populations. Et Adema était celui qui vendait très cher aux populations les moindres projets, les moindres réalisations auxquelles il se trouve d'ailleurs contraint. C'était pas des choses qu'il décidait parce qu'il avait une vision pour son pays. Ce sont des choses parfois qui s'imposaient à lui. Je me rappelle encore que dans les années 80 et 90, quand on osait critiquer le régime, on se faisait tabasser et les seuls arguments qu'on avançait pour justifier la maltraitance à laquelle on nous soumettait était qu'il avait construit tel hôtel ou bien il avait construit telle route de telle ville à telle ville ou qu'il avait construit tel lycée. Mais aujourd'hui, quand on fait le point, on se rend compte que c'était toutes des choses qui n'avaient aucune valeur sur le
plan du développement quand on tient compte des besoins réels de la population et de ce que ce régime-là a pu mettre sur la table pour répondre à ces besoins-là. Et ça rejoint aussi l'idée ou alors le concept des éléphants blancs dont on parle souvent, c'est-à-dire des politiques de grands travaux et sont lancées alors que le pays n'en a nécessairement pas besoin. Et on essaye de le faire pour essayer de rehausser l'image du pays, mais pas du pays, mais surtout de celui qui gouvernait le pays aux yeux de la communauté internationale. Et ces éléphants blancs-là, ces initiatives-là, devenaient caduques, d'autant plus qu'elles ne servaient à rien pour la population elle-même. Et hier, je vous citais en exemple l'hôtel de luxe ou le premier ou l'unique hôtel de luxe que le Togo comptait dans les années 80 ou fin des années 70 et les années 80, l'hôtel de la paix qui était au bord de l'océan Atlantique et qui était utilisé comme le symbole même de la politique que ce régime-là voudrait vendre vers l'extérieur, c'est-à-dire la paix, un régime de paix, un régime de développement, d'amitié avec les nations. Et cet hôtel-là est aujourd'hui en ruine et habité par des lézards, alors qu'un peu d'argent aurait suffi pour le requinquer, pour le rénover et l'utiliser à bon escient. Donc cet argent-là est plutôt allé dans les poches des caciques de ce régime, qui est une association de malfaiteurs. Donc les pratiques ont été perpétuées. Les personnes pour perpétuer ces pratiques-là, c'est seulement ces personnes qui ont été changées, mais le régime s'est refait en quelque sorte, s'est rajeuni. Donc les méthodes sont passées des pères aux fils, aux enfants, c'est-à-dire une de dynastie. Gnassingbé Eyadema à son fils et de ses ministres aux enfants de ces ministres-là qui constituent l'ossature du régime aujourd'hui. Donc c'est un régime inhumain, mais à visage plutôt clément, qu'on nous a vendu et qui a un peu trompé une partie de la communauté internationale au point que Eyadema, à certains moments, a été choisi pour servir de facilitateur, de médiateur dans des crises auxquelles lui-même ne comprenait absolument rien parce qu'il n'en avait pas le niveau. Mais bon, on dit toujours que les États ont des intérêts, les États n'ont pas d'amis. Donc, lorsque sa présence ou sa personne faisait l'affaire de certains régimes ou de certains milieux politiques internationaux, on le mettait là pour servir ces intérêts-là. Donc, c'est un peu ça que Gnassingbé Eyadema a été et il a réussi à naviguer à travers le système international par cette grandiloquence-là qu'il a cultivée tout le long de son règne, à coût de milliards de nos francs parce qu'il allait pratiquement acheter l'amitié de certaines personnalités internationales. Là où il n'avait pas d'entrée, il s'achetait les entrées pour se faire un peu adouber par ces milieux-là. Et ça a coûté très cher au Togo parce que ça nous a attiré des gens d'affaires indélicats et qui sont venus prendre la tête des sociétés d'État et qui ont saigné le pays à blanc. Je me rappelle encore, il y avait un monsieur qu'on appelait Maurice Assor qui était un ami d'Eyadema et qui a été le principal gestionnaire de la principale ressource minière du pays, c'est-à-dire de la compagnie d'exploitation du phosphate togolais. Aujourd'hui encore, la gestion de ces phosphates est assurée par un monsieur israélien aujourd'hui qui vient de mourir et qui sera sûrement remplacé par son fils. Donc c'est un peu comme ça que le régime Gnassingbé a fonctionné depuis des années et ça se poursuit. Donc tous les services dont le pays a besoin ou qui pourraient être utiles au pays sont achetés auprès de compagnies écrans venues de l'extérieur alors que des compétences existaient dans le pays pour offrir ces services-là. Donc la gabégie, l'escroquerie, le gaspillage et le pillage des ressources du pays, ça a été vraiment la clé de voûte de la gestion du Togo sous les Gnassingbé. Avant qu'on arrive à la version 2, donc du fils de ce gars-là, au père, il y a eu quand même une transition où il y a eu quelques mondes politiques, quelques difficultés, parce qu'il y a eu, comme on dit, l'assassinat, voire quelques changements au niveau de la société togolaise pour arriver à Monsieur Sylvanus Olympio. Donc, quelle fut la transition? Comment Monsieur Sylvanus Olympio est-il monté au pouvoir et qu'est-ce qui a été en fait ou qui a poussé à son élimination? Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pour faire une courte histoire, sinon le Togo a été une colonie allemande et l'Allemagne, par ses représentants, avait signé un traité de protectorat avec le territoire du Togo en 1884 et après cela, il y a eu l'arrivée donc des colons allemands dans le pays qui ont pris le contrôle sur le plan administratif. Je vais laisser la partie coloniale un peu pour venir sur l'après Deuxième Guerre mondiale. Quand les Allemands, qui étaient les
colonisateurs du Togo avant les deux guerres mondiales et surtout jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale ont été battus par les Alliés. Le Togo, d'abord après la Première Guerre mondiale, partagé entre la Gold Coast qui est devenue le Ghana et le Togo d'aujourd'hui, c'est-à-dire partagé entre la France et l'Angleterre. Et l'Angleterre était la puissance colonisatrice de la Gold Coast qui est devenue le Ghana et la France en fait n'était pas le pays colonisateur du Togo. Donc la France a hérité du Togo dans ce deal, dans ce partage-là des vainqueurs. Togo a été un peu comme un butin de guerre pour les pays, les alliés. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Togo a été à nouveau pris par ces deux pays-là et partagé entre les deux pays, mais le Togo a été placé en fait sous le mandat ou la tutelle de la Société des Nations. Et c'est la Société des Nations qui a confié le Togo à la France pour être géré. Je suis un peu caricatural, mais le Togo n'était pas une colonie de la France. Donc, c'est de là qu'est partie, en fait, la lutte de Sylvanus Olympio, puisque pour lui, le Togo n'étant pas une colonie de la France, le Togo ne devrait pas subir le même sort que subissaient la plupart des territoires qui étaient colonisés par la France. Le Togo était une colonie allemande et c'est à la suite de la guerre mondiale que l'Allemagne avait perdu que le Togo a été placé sous mandat de la France. Donc, Sylvanus Olympio tenait à ce que cela soit connu et avait milité pour que le Togo ne soit pas géré par la France comme une de ses colonies. Il y avait une association d'amitié en quelque sorte franco-togolaise qui au départ était juste une association fraternelle, amicale, mais que Sylvanus Olympio s'est arrangé pour transformer en mouvement ou en parti politique pour pouvoir mener le combat de la souveraineté du peuple togolais. Et on était à une époque où les questions de développement commençaient par être prises au sérieux par les pays africains et Sylvanus Olympio n'a pas eu la vie facile entre les mains du colonisateur français. Il avait été, si ma mémoire est bonne, emprisonné même au Bénin, au Dahomey voisin pour quelques temps avant d'être libéré. Ça, c'était au milieu des années 40. Et après, il a intensifié ses efforts. Il y a eu des élections au Togo et Sylvanus Olympio, avec son parti politique, a réussi à gagner ces élections-là et à devenir la première personnalité politique du pays face français. Et comme il tenait à l'indépendance et la souveraineté de son pays, il n'a pas perdu une seule minute pour porter ce combat-là jusqu'aux Nations Unies ou alors jusqu'à la Société des Nations, à l'époque où il a été même à New York pour aller poser le problème de l'indépendance du Togo, et ce qui a permis que le processus soit amorcé et que déjà en 1958, le Togo devienne un territoire autonome avant d'accéder finalement à l'indépendance le 27 avril 1960. Et après l'accession à la souveraineté internationale, Sylvanus Olympio a été élu premier président du Togo. Je suis en train d'aller très vite. Oui. Et il a été élu premier président du Togo. Et pour tout pays qui se respecte ou tout leader politique qui se respecte, lorsqu'on libère un pays, lorsqu'on défriche un champ, il faut bien le mettre en valeur. Et Sylvanus Olympio a pris ce combat-là aussi à cœur et a voulu organiser le développement et l'épanouissement social, politique, économique du Togo et sur bien d'autres plans encore. Et ça n'a pas plu à la France. Et la question la plus délicate ou alors le sujet le plus délicat qui a sûrement précipité les choses en ce qui concerne l'assassinat de Sylvanus Olympio était sa décision et son combat de donner au Togo une monnaie nationale en remplacement de la monnaie coloniale qui était là à l'époque. Et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et Sylvanus Olympio a été donc assassiné à la veille de la mise en place de cette monnaie-là ou de l'inauguration de cette monnaie nationale du Togo. Mais ce qui s'était passé, c'est que son assassinat ou sa liquidation avait été décidé depuis la France et il fallait trouver des exécutants. Et ceux qui ont exécuté cela, aujourd'hui, on les considère comme étant des Togolais, mais la personne principale qui a exécuté Sylvanus Olympio s'appelait Mertrier, un commandant de l'armée coloniale française. Mais ils ont fait porter la responsabilité de ce meurtre-là par un certain Gnassingbé Eyadema, qui lui aussi a juré surtout plateau que c'était lui qui avait liquidé Sylvanus Olympio, comme si cela lui apportait quelque chose. Mais l'histoire nous a permis de savoir que la situation n'était pas exactement comme Gnassingbé Eyadema
avait voulu le faire croire ou comme les médias français, médias mensonges, ont voulu faire croire à l'opinion internationale. Donc voilà un peu l'histoire sanglante du combat politique de Sylvanus Olympio. Il n'était pas seul, il y avait beaucoup d'autres personnes avec qui il a travaillé pour donc amener le Togo à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Et cette souveraineté-là, la France ne voulait pas l'entendre de cette oreille. Et c'est justement pour ça que Sylvanus Olympio a été liquidé. D'abord, il a été remplacé par son beau-frère Nicolas Grunitzky, et qui était devenu le président du Togo et qui est resté au pouvoir jusqu'en 1967. Là aussi, il y a eu pas mal d'histoires pour lesquelles on n'a pas le temps. Et à partir de 1967, Gnassingbé Eyadema, qui était considéré comme le tombeur de Sylvanus Olympio et qui a été en quelque sorte noyauté, il a été dans les chaussettes ou les chaussures ou je ne sais pas comment le dire, dans les culottes de Grunitzky pendant toute la période de l'intérim ou de la transition, a finalement pris le pouvoir. Et comme je vous le disais hier, Grunitzky, son régime ou son pouvoir, son mandat a été, miné en fait de bout en bout par la présence de ces militaires putschistes-là, tout le temps à l'intérieur de son gouvernement, comme derrière ou devant son gouvernement à tous les niveaux. Et je me rappelle encore, Grunitzky avait opéré une visite d'État au Nigeria au milieu des années 60. Dans sa délégation se trouvait Gnassingbé Eyadema, qui était chef d'état-major à l'époque ou officier supérieur de l'armée à l'époque. Mais tout cela était incompatible avec, la gestion d'un État souverain et qui se voulait bien développé et respecté sur le plan international. Donc Eyadema a aussi opéré un coup d'État en 1967 pour prendre le pouvoir. Des pressions énormes avaient été mises sur Grunitzky pour qu'il démissionne et que Gnassingbé Eyadema prenne le pouvoir. Et depuis 1967 jusqu'en 2005, Gnassingbé Eyadema a présidé aux destinées du Togo, mais en imposteur absolu, puisqu'il n'a jamais été élu. Et même vers la fin de son mandat, il a été battu à toutes les élections présidentielles auxquelles il a participé. Mais par la force des armes et la violence inouïe, il s'est maintenu au pouvoir et jusqu'à mourir au pouvoir. Comme si ça ne suffisait pas, il s'est organisé pour que son fils puisse lui succéder contre toutes les dispositions constitutionnelles qui étaient déjà là. Il y a tellement à dire. En fait, je vais tout simplement rappeler à nos chers téléspectateurs que finalement le topo est le même, le scénario, comme je le dis toujours, est le même, sauf les acteurs. Donc on les change, mais c'est le même scénario. Donc dans plusieurs pays de l'Afrique, on se rend compte que c'est les mêmes choses qui se répètent, voire en Haïti, dans les Caraïbes. Donc vous avez compris, on ne s'éternisera pas sur cet aspect-là pour qu'on puisse arriver à justement ce combat-là, parce qu'on a l'impression que le peuple togolais, il ne paraissent pas déterminé par rapport à ce que l'on voit de l'extérieur. Et moi, il a fallu que je fasse mes recherches, il a fallu que je discute avec des gens pour comprendre que, le Togo, il y a des gens qui se sont mis debout et qui continuent de le faire. Et c'est comme ça que j'avais rencontré la sœur togolaise qui m'avait invitée. C'est une première manifestation que j'ai été ici à Ottawa. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches pour comprendre que, on a maté la population pendant toutes ces années-là, c'est sûr. C'est de la dictature supportée, encadrée par des pays qui ont leur beurre et qui en tirent encore le lait des mamelles de cette vache-là. Et j'ai été heureuse de constater que vous faites partie de ces gens qui se sont toujours mis debout pour dénoncer cette percherie. Alors, tu as été 2 fois président de la diaspora togolaise au Canada. Tu as impulsé, dirigé ou impacté plusieurs manifestations politiques et citoyennes importantes de la diaspora africaine et togolaise au Canada et ailleurs dans le monde. Pourquoi je reprends un petit peu la biographie? Parce qu'il faut que les gens se situent et comprennent un peu qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu continues de faire. Parce que ça, c'est important. On a tendance des fois à penser que les gens ne se battent pas. Et les médias, ce qu'on appelle les mainstream media, n'apportent pas ça, ne divulguent pas ce genre d'informations. Généralement, c'est occulté. On va rester avec le statu quo et les gens pensent que, c'est un peuple de toute façon qui est endormi et il faut qu'on comprenne ça. Non, vous n'êtes pas endormi et vous faites ce que vous avez à faire du mieux que vous pouvez. Et tu as interpellé tour à tour en présentiel ou en personne les présidents Jacques Chirac, Emmanuel Macron, Abdou Diouf pour dénoncer la complicité et le soutien de la France à la dictature sanguinaire du Togo et pour exposer la responsabilité historique de la France dans l'instabilité politique et le sous-développement criard du Togo. Maintenant, avec tout ce travail-là,
Comment la dictature, cette dynastie répond à ce genre de tractation, ce genre de mouvement, et la communauté togolaise aussi, comment elle répond à tout ça? Alors, on t'écoute. Oui, le régime dictatorial est naturellement c'est réfractaire à toute contestation, à toute critique ou à toute opposition. Et c'est pour cela qu'on a souvent dit que le régime ou la dictature de Gnassingbé était une dictature de plomb. C'était une chape de plomb qui a été placée sur le Togo pendant des décennies. Et malgré les efforts fournis par des hommes et des femmes qui étaient pour la plupart en ces années-là, dans les années 60-70, en exil, justement après l'assassinat de Sylvanus Olympio, et qui s'étaient organisés pour la plupart autour de son fils Jekis Olympio. Malgré le travail qu'ils ont fait, le régime Gnassingbé Eyadema continuait allègrement sa domination sur le Togo et profitait des moindres soubresauts pour aller en justice et faire des procès in absentia à des personnalités qui étaient soupçonnées d'avoir participé soit à un soulèvement ou à un complot. Parfois, ces complots étaient imaginaires. Donc, la menace qui pesait sur ceux qui tentaient par des contestations du régime était telle qu'il n'y avait pas une opposition qui s'était levée dans le pays jusqu'à la fin des années 80. Et c'est seulement à la faveur d'un soulèvement populaire, d'un soulèvement estudiantin plutôt, que le mouvement démocratique a véritablement pris son essor au Togo, et le mouvement de la contestation a pris son essor parce que des étudiants qui avaient osé distribuer des tracts ou qui avaient été surpris en train de distribuer des tracts qui étaient hostiles au régime ont été arrêtés et leur procès avait été organisé. Et c'était au cours de ce procès-là que le déclic est survenu et des étudiants se sont mis à scander des slogans hostiles à Gnassingbé Eyadema et son régime, mais surtout ont entonné l'ancien hymne national. Quand Eyadema était arrivé au pouvoir, il avait alors suspendu l'hymne national avec lequel le Togo avait accédé à l'indépendance avec Sylvanus Olympio et l'a remplacé par un autre hymne. Alors, les étudiants ce jour-là ont commis une crise de lèse-majesté en entonnant alors cet hymne-là qui était l'ancien, le premier hymne national qui était proscrit par le régime de Gnassingbé. Et il y a eu ce jour-là, j'étais étudiant déjà, et il y a eu ce jour-là des échauffourées entre la jeunesse, puisque dès que le mouvement a débuté au palais de justice, ça s'est répandu comme une traînée de poudre, puisque le peuple avait été tellement opprimé qu'il suffisait d'une petite étincelle pour faire tout exploser, et c'est ce à quoi on avait assisté. Alors, des acteurs qui étaient intéressés par le combat là, ou qui étaient déjà dans ce combat, mais dans la clandestinité, sont venus à la lumière et ont commencé rapidement par s'organiser et ont mis en place soit une ligue des droits de l'homme, des partis politiques ou des coalitions politiques pour affronter le régime. Et à la suite de ce soulèvement, le régime a été contraint de négocier avec les acteurs politiques de l'opposition et de la société civile et de concéder une conférence nationale souveraine qui s'est tenue au mois de juillet et août en 91 et qui a accouché d'un gouvernement de transition qui devait gérer le pays, qui devait gérer le pouvoir et ouvrir sur de nouvelles élections pour le renouvellement des institutions du pays. Mais ça n'a pas été facile. Donc c'est dans ce combat-là que nous avons été pris, que j'ai été pris. Déjà dans ma tendre jeunesse, je venais de commencer l'université, mais la chose était telle que j'ai rapidement rejoint les rangs de l'opposition et pour mener ce combat-là ensemble avec des camarades qui aujourd'hui sont tous cinquantenaires et qui sont amers de ce que le combat pour lequel nous nous sommes sacrifiés, ça il faut le dire, n'est pas encore abouti. Et ce combat-là, nous l'avons mené de toutes sortes de manières. J'ai, pour ce qui me concerne, décidé d'être, rectiligne, d'être droit, mais surtout très rigoureux, parce que face à des régimes qui ont le mensonge facile et qui ont la gâchette aussi facile, il faut du cœur et de la force de caractère pour mener ce combat-là. Nous nous sommes donné ces moyens-là sur le plan humain, sur le plan spirituel, sur le plan caractériel, je dirais, pour pouvoir mener ce combat. Et je peux vous dire que déjà depuis l'université, en 92, j'avais représenté l'université de Lomé du Bénin à l'époque, de Lomé, dans la commission nationale d'attribution des bourses nationales comme des bourses étrangères. Il faut y être pour savoir ce que cela voudrait dire. Et j'avais introduit au niveau de la commission et fait voter au niveau de la commission un principe selon lequel la bourse en cette année-là devrait aller exclusivement aux étudiants qui ne l'avaient jamais eu. Parce que le régime Gnassingbé est un régime tribaliste, un régime dictatorial mais tribaliste qui privilégiait les ressortissants de la région du président et les enfants de ses courtisans, de ses amis, de ses complices. Donc, quand on sortait du lycée pour entrer à l'université, c'était seulement les proches, les amis, les gens de l'ethnie du président, pour la plupart, qui avaient la grande majorité
majorité des bourses et surtout des bourses étrangères. Donc, la plupart des jeunes ou des étudiants fraîchement qui venaient d'obtenir le bac n'avaient pas de bourse et c'était une grande souffrance. Donc, en ces années-là, il y avait des étudiants qui réussissaient, qui partaient de la première année jusqu'en troisième année, jusqu'en année de bac ou bien de licence, mais qui n'avaient pas de bourse, pendant que des étudiants qui venaient de l'ethnie du président étaient encore en première année pendant 3 ans d'université, mais avaient gardé la bourse et vivaient sur le dos de l'État. Et je me suis dit à un moment donné que cela devrait s'arrêter parce qu'on était dans un régime de transition, donc il y avait un peu de liberté et j'ai profité de cela pour me faire élire pour aller représenter l'université et j'ai introduit ce critère-là. Ça a failli me coûter la vie puisque ce critère a permis d'éliminer pas mal de personnes qui avant avaient des bras longs et qui pouvaient obtenir des bourses et des faveurs du gouvernement sans y avoir le droit nécessairement. Donc ça a véritablement été très dur pour les profiteurs à l'époque. Voilà, donc c'était ça ce que j'ai pu faire sur le pays, en plus d'avoir participé à plusieurs mouvements et manifestations. Mais rapidement, nous avons été mis en danger par le régime qui a utilisé massivement la force des armes, la violence pour briser en quelque sorte le mouvement démocratique et envoyer l'ensemble du pays pratiquement à l'extérieur. Il y a eu le fameux massacre de Fréau-Jardin qui était perpétré par la soldatesque de Gnassingbé Eyadema et qui a fait plusieurs morts. On a tiré sur la foule et j'étais à ce rassemblement-là. Et c'est au lendemain de ces massacres que j'avais décidé de quitter le pays. Et puis, depuis lors, je ne me suis plus installé au Togo jusqu'à l'heure où je vous parle. Et nos voyages, nos présences sur le territoire togolais étaient toujours par le maquis, en quelque sorte. On ne pouvait pas se révéler. Si on se révélait, on était soit persécuté pour ceux qui sont très chanceux, sinon arrêté et jeté en prison pour ceux qui ne le sont pas, comme il y en a encore aujourd'hui. Un certain Jean-Paul Omolou qui était rentré de Suisse au pays et qui est jeté en prison depuis 3 ans pratiquement maintenant, et beaucoup d'autres prisonniers politiques, soit de l'intérieur ou qui étaient venus de l'extérieur. Donc, le combat se poursuit. Alors, quelle est la situation, bien, quelle est la forme la plus visible du militantisme des jeunes? Parce que je sais qu'à une époque, les choses étaient beaucoup plus claires en termes de qui est en face de nous, qui on devrait se mettre debout contre pour justement pousser le militantisme. On a l'impression que dans beaucoup de pays, très peu de jeunes ont cette latitude-là, cette capacité, surtout si on évolue dans un régime dictatorial. Est-ce que la jeunesse togolaise a la même posture que celle des années 60? Comment ça se présente pour la jeunesse actuelle? Ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Il faut dire que ce n'est pas l'ensemble de la jeunesse togolaise qui est concernée. Il y a une jeunesse togolaise consciente qui continue de se battre. On a des lycéens, des étudiants qui récemment ont désavoué le régime, surtout sur la question d'une modification constitutionnelle illégale qui vient de s'opérer. Et plusieurs étudiants et lycéens et des jeunes de plusieurs milieux se sont insurgés contre le régime, l'ont désavoué, l'ont dénoncé, ont allumé leurs caméras sur cette question abondamment et plusieurs d'entre eux se sont fait arrêter. Et pas plus que le week-end surpassé, il y a un jeune qui s'était exprimé sur cette question-là et a parlé contre le régime à un meeting, à un rassemblement d'organisations de la société civile et de partis politiques d'opposition. Et le soir même du jour où ce jeune homme-là a pris la parole en public pour dénoncer le régime, son papa a été kidnappé. Son père a été arrêté. Son père, qui vivait dans le nord du pays, a été kidnappé et je ne sais pas s'il a été arrêté. Alors, de quoi est-ce que je voudrais parler ici? C'est qu'il est question de culture politique. La jeunesse togolaise de notre temps, qui avait été témoin et acteur du soulèvement estudiantin et populaire des années 90, a commencé par vieillir et n'est plus la jeunesse togolaise d'aujourd'hui. Et la jeunesse togolaise d'aujourd'hui n'a eu comme modèle que les fossoyeurs du pays et ceux qui sont une minorité pieuse et qui détruisent le pays. Et en ce qui concerne la classe politique d'opposition qui devrait inspirer ces jeunes-là, cette classe politique de l'opposition s'est toujours fait taper dessus par le régime, s'est toujours fait bâillonner par le régime, s'est toujours fait malmener par le régime, de sorte que la jeunesse n'arrive pas à suivre, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, les réseaux sociaux aidant, la dépravation des mœurs aidant aussi, et les problèmes de développement, les problèmes de survie étant devenus beaucoup plus durs que par le passé, la jeunesse n'a plus toute la culture, tous les moyens, toute l'instruction nécessaire pour pouvoir s'engager de
manière courageuse, de manière définitive dans ce combat. Mais on a vu une jeunesse mobilisée ensemble avec le peuple 2017-2018 pour soutenir les acteurs politiques qui avaient lancé alors un soulèvement, une insurrection pratiquement contre le régime et qui lui ont tenu la dragée haute pendant presque 2 ans avant que le mouvement ne s'estompe par une supercherie à laquelle la France et la CEDEAO et même l'Union africaine ont participé contre le peuple togolais pour aider ce régime-là à se maintenir. Et chaque fois que les efforts, les soulèvements intentés contre le régime échouent par le fait de l'implication négative de la France et des organisations sous-régionales, le régime en a profité pour réprimer dans le sang les quelques poches de résistance qui restaient et ça démotivait beaucoup la jeunesse, mais nous voyons toujours une jeunesse qui est debout, une partie de la jeunesse qui est debout et qui a besoin de soutien. Donc c'est un peu comme ça que je peux vous le décrire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeunesse mobilisée au Togo. Il y a une jeunesse mobilisée, mais elle n'a pas la même verve que la jeunesse que nous avions été. Mais ça ne veut pas dire que cette jeunesse-là n'a pas le potentiel ou la potentialité de mener le combat au niveau où nous l'avions hissé pendant notre jeunesse. Donc c'est juste une question de détermination et c'est aussi une question de conviction et de courage. Et je pense que la jeunesse togolaise d'aujourd'hui en est capable puisqu'on voit ça venir déjà un peu. Ça c'est bien, donc il y a de l'espoir, comme on dit, dès qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Lorsque vous regardez, le peuple togolais regarde ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, surtout avec le Niger, le Burkina Faso, le Mali, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce qu'il y a possibilité, là je ne peux plus parler d'espoir parce que l'espoir est toujours là, est-ce qu'il y a possibilité de penser que il peut y avoir un renversement? Les militaires quand même qui sont, je crois, la majorité de l'ethnie du président et Bien sûr, ce qui se passe dans l'AES, c'est de ça que vous voulez parler, l'Alliance des États du Sahel, a créé des émules ou fait des émules dans nos pays. Il y a eu toute une émulation autour de cette expérience historique du combat panafricain, du combat pour la souveraineté de l'Afrique. Je peux même dire que c'est une école de formation politique aujourd'hui pour la jeunesse africaine de notre temps. Et si vous observez très bien, sur les réseaux sociaux, c'est la jeunesse africaine qui est aujourd'hui, qui constitue le porte-voix de l'AES ou alors de ce combat qui est mené, surtout parce que cette jeunesse-là peut se reconnaître, peut se voir dans les leaders qui sont là, dont au moins l'un de leur génération, c'est-à-dire le capitaine Ibrahima Traoré, et qui est un leader charismatique et hors pair, mais surtout qui nous fait repenser, ou alors qui remet au goût du jour toute l'aura, tout le militantisme, toute la verve politique et panafricaine d'un Thomas Sankara. Donc ça fait que Thomas Sankara ayant été fauché dans la jeunesse de l'âge, les Africains n'ont pas une image vieillissante de ce leader, de cette icône de la politique africaine, mais la population africaine pense à Thomas Sankara, le jeune chef d'État libérateur qui avait été assassiné dans la fleur de l'âge. Donc ce qui fait que un leadership politique jeune fait plus d'émules au sein de la population africaine, fait plus de sympathisants au sein de la population africaine que toute autre tranche d'âge au sommet de l'État. Et c'est ça qui nous donne l'espoir de croire que la jeunesse africaine va maintenant rebondir et surtout la jeunesse togolaise va rebondir sur cette réalité, cette histoire-là qui se joue et déclencher aussi sur notre territoire ou bien dans l'espace sociopolitique togolais un mouvement qui va aider ou va permettre de renverser aussi la situation chez nous. J'y crois fermement parce que je sais que c'est possible. D'autant plus que nous qui avions été pris dans ce combat depuis une trentaine d'années maintenant, nous sommes encore là par la grâce de Dieu. Nous avons encore de l'énergie et notre conviction n'a pas baissé d'un iota. Je parle pour moi et je parle pour des gens avec qui je travaille ou avec qui je partage les convictions. Donc nous sommes là pour travailler avec cette jeunesse. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons passer le flambeau parce que pour nous, l'âge de passer le flambeau n'est pas encore arrivé. Nous avons un devoir de transmettre les convictions, de transmettre cette détermination-là et surtout d'aider notre jeunesse à élever son niveau de culture politique afin de se donner, de savoir se donner les moyens nécessaires de ce combat qui doit être mené absolument jusqu'à notre victoire parce que nous aspirons véritablement à la liberté et à la souveraineté de notre pays. Et tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas obtenu ces choses, je ne pense pas que ce combat va s'arrêter. D'autant plus que nos devanciers n'ont jamais baissé les bras. Ils sont morts pour la plupart, armes à la main. Et comme je vous le disais hier, l'ancien
Premier ministre Agbeome, son mentor, le prélat Monseigneur Kwadjoro et d'autres personnes qui ont animé la vie politique du pays sur les 3 dernières années sont morts en exil, tout simplement parce qu'ils ont osé se dresser devant ce régime-là qui n'a pas voulu l'entendre de cette oreille et qui les a soit arrêtés, les a violentés et les a poussés à l'exil. Mais ils n'ont pas baissé les bras, ni en étant dehors ou en étant à l'intérieur, et même les acteurs politiques de l'opposition qui sont restés à l'intérieur du pays n'ont jamais baissé les bras, continuent de se battre. Ils ont pour la plupart 70 ans, 65 ans, il y en a qui approchent les 80, mais ils sont toujours debout. Pourquoi est-ce que nous allons baisser les bras? Donc, nous avons encore cette énergie-là, cette conviction-là à passer à la nouvelle génération, et nous avons la chance, je dirais même nous avons la grâce d'être une génération de charnière entre la vieille garde et la nouvelle génération, et nous sommes en quelque sorte le maillon qui doit être le plus fort pour pouvoir garder intactes et vivantes les valeurs et les ressources pour l'aboutissement de ce combat-là. Wow! Et malheureusement, 1 heure est déjà passée, donc on va conclure cette interview. Mais je vais quand même m'assurer de mettre quelques images d'archives parce que il y a eu cette manifestation incommensurable qu'il faut mémoriser, cette manifestation à Ottawa où vous avez carrément fermé l'ambassade du Togo. Je vais mettre ça pour que nos téléspectateurs puissent voir ça de par eux-mêmes et vivre ce moment. Alors, je vais les laisser écouter ça en toute fin avant de te laisser conclure cette émission en partageant ta sagesse, ta perception, ton souhait, ton désir pour le peuple togolais entre autres et surtout et puis ensuite le reste de tous les peuples kémites de partout dans le monde. Bien sûr, mon souhait, c'est que le combat panafricain pour la libération, pour la dignité et la souveraineté des peuples, des biens et des territoires africains et de la diaspora africaine soit effective et que nous puissions mener nos pays ou alors notre humanité à plus de respect sur le plan international. Après 18 siècles d'humiliation et de domination sous la férule d'autres peuples, il est temps que le peuple africain, que ce soit sur le continent ou dans sa diaspora, puisse être respecté, disposer de lui-même, de ses biens et de ses ressources, et aussi parvenir à amorcer son développement intégral sans qu'il y ait sans embâche, sans frein ou sans perturbation de l'extérieur, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Si l'Afrique et sa diaspora aujourd'hui sont à la traîne ou sont sous-développés, c'est par le fait d'autres peuples qui nous ont dominés et qui ont pillé nos pays et qui nous ont réduits en esclavage, qui nous ont exploité nos ressources sans aucun retour. Donc aujourd'hui, il est temps que nous soyons maîtres de notre destin, maîtres de nous-mêmes, maîtres de nos ressources. Et le combat pour y accéder bat son plein et il nous revient à nous de mener ce combat jusqu'à terme. Et c'est ce qui se fait dans l'AES. Et moi, mon souhait, c'est que la plupart des pays africains emboîtent le pas à l'Alliance des États du Sahel et y aillent avec la même détermination, la même lucidité, la même fermeté sur tous les plans pour que toute l'Afrique soit libérée, pour qu'il n'y ait plus de poche quelconque de colonisation, de domination ou alors de manipulation étrangère sur le continent africain ou dans sa diaspora. Et que nos populations comprennent une chose, c'est que quand vous êtes africain ou lié à l'Afrique, votre traitement, le traitement que vous recevez de la part des racistes, des xénophobes ou des populations qui cherchent à nous dominer reste le même. Donc, notre unité est absolument crucial pour que ce combat soit mené de manière sérieuse jusqu'à son aboutissement. Et j'en appelle donc à des alliances, à des rencontres et à des convergences entre tous les pôles et toutes les organisations, toutes les communautés de personnes africaines ou afro-descendantes à travers le monde entier pour l'aboutissement de ce combat pour la dignité de l'homme africain. Merci encore, merci Joël Amouvin pour ce temps pris pour discuter avec nous. Je suis plus que certaine que ce ne sera pas la dernière non plus. Pas du tout, c'est moi qui vous remercie.
parce qu'on aura beaucoup à dire. Comme j'ai dit, on fera le pont, on continuera de faire le pont parce que l'alliance, comme on a pu remarquer dans les propos aussi de Joël, est hyper important. C'est crucial pour nous et pour notre survivance aussi parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver? On a eu des sociétés, on a eu des cultures qui ont carrément disparu parce que l'envahisseur fait ce qu'il a à faire et si on ne fait rien à un moment donné, on peut disparaître carrément toute une société, toute une culture. Alors, c'est à nous de faire notre part et je compte sur vous pour continuer de faire la vôtre et j'espère aussi que vous allez continuer à supporter la chaîne comme vous le faites déjà et surtout partager, commenter les vidéos, commentez-les, c'est important. Le pouce bleu, ça fait du bien. Et sur ce, je vous dis Kembe Jam Palage, en pile l'amour, bisous, câlins et à la prochaine.